La deuxième saison du Goût du territoire nous a permis d'explorer comment on peut poursuivre de manière respectueuse et profitable la mise en valeur de nos ressources du territoire telles que le bois. Nous avons également pu découvrir comment certaines activités agricoles, telles que la sériculture, peuvent s'arrimer de manière fructueuse avec l'industrie touristique. Cet arrimage et cette cohabitation des usages tels que le tourisme, la foresterie et la sériculture ne peut toutefois être pensé sans réfléchir aux enjeux de la production et la transformation alimentaire dans la MRC de la Jacques-Cartier. Notre MRC n'a pas un patrimoine agricole important. Notre occupation du territoire s'est principalement faite avec la foresterie, le bûcheronnage et la drave, des métiers d'aventuriers. Mais avec l'automatisation en agriculture, le développement de serres de plus en plus performantes et la plus-value que représente la production et la transformation alimentaire locale pour notre importante industrie touristique, nous avons le droit de rêver à de nouvelles aventures agricoles pour l'arrière-pays de la capitale nationale. Pour mieux saisir les motivations et les valeurs qui se trouvent derrière l'ardeur et l'engagement des producteurs et transformateurs alimentaires, cet épisode rassemble des entretiens avec des gens passionnés et stimulants, des citoyens en mode passion et solution. Cet épisode du Goût du territoire vous est présenté par Bûcheron Service, qui offre une approche clé en main pour l'abattage d'arbres et la valorisation du bois. Afin de bien illustrer comment la production et la transformation alimentaire peuvent se combiner de manière à créer de la valeur et du sens, rendons-nous derrière le décor de la production maraîchère et acéricole de la microbrasserie La Souche à Stoneham. Nous ferons la rencontre de Nicolas Horswell, un cuisinier qui voit l'acte de manger de manière intégrale, de la table au jardin, et nous aurons la chance d'obtenir les explications de Jean-Christophe Bilodeau, responsable de la production brassicole, qui présente les possibilités et les enjeux lorsqu'on brasse avec un ingrédient issu de la terre de la microbrasserie pour produire une bière qui goûte vraiment le territoire. Je m'appelle Nicolas Horswell, je suis cuisinier à la Souche de Stoneham. Je m'occupe également du jardin à la fois, fait que la production horticole maraîchère qu'on rentre dans le restaurant pour aller vendre par la suite sur notre menu. Comme vous savez, on vit dans un drôle de monde qui est en changement, en évolution. Il y a des changements climatiques, il y a les saisons qui semblent sans dessus-dessous. Puis il y a plusieurs gens qui font face à ça d'une manière un peu... ils savent pas où se situer face à tout ça. On se sent atterré, on sent qu'il n'y aurait pas vraiment d'action à faire. Moi, face à tout ça, je considère qu'au contraire, on est dans un point pivot. C'est un moment de déclic, un moment d'étincelle. Est-ce que je dis qu'en faisant un petit jardin de 1000 pieds carrés à l'arrière d'un restaurant, je vais changer le monde? Non. Par contre, c'est de prendre conscience que c'est dans les petits gestes que le mouvement va se créer finalement. Comme certains le savent, à Stoneham, on est entouré quand même de plusieurs personnes qui veulent faire la différence, que ce soit les Jardins de la Résilience sur ma droite, les Jardins du Détour sur ma gauche. Il y a quand même plusieurs acteurs. Même les gens au privé, j'ai jamais vu une effervescence de jardins nouveaux se faire bâtir comme ça. Des installations semi-temporaires, des serres, des piles de compost bien montées avec des beaux frames en bois. On voit des choses que moi, personnellement, j'ai pas vues tout le long de ma jeunesse. Puis je vois que c'est par des gens de tout âge, tout milieu. Ici, à Stoneham, ça commence vraiment à rayonner. Puis ces gens-là se parlent, ces gens-là agissent entre eux. La question à se poser, c'est est-ce qu'à un certain moment, la quantité, la qualité puis l'effervescence de ces relations-là peuvent pas mener à un boom? Que la simple étincelle devienne une flamme ou quelque chose comme ça? Moi, j'ai l'impression qu'on peut venir à un cheminement comme ça. Évidemment, en venant travailler à la Souche, j'ai croisé des collègues qui avaient un peu la même vision que moi par rapport à ces problèmes-là. Je me sens quand même bien à ma place ici parce qu'on sent même sans parler, on sent qu'on est tous sur la même vibe à quelque part.
que ce soit via le poulailler, via l'érablière, via le jardin, via de boucler la boucle, de sortir les produits du jardin dans nos cuisines. Rien n'est un peu en vain. Il y a toujours... Si c'était même pas pour les produits finaux qu'on sort, c'est plus pour l'action de l'avoir faite au final. Fait que ça, ici, je me sens vraiment rejoint, puis on sent qu'on s'épaule tout un peu entre nous autres dans le concept de la chose. Que des fois, on peut venir qu'à se demander quel impact on peut avoir dans tout ça, qu'est-ce qu'on a fait, comment nos actions rayonnent ou parlent d'elles-mêmes. Pour vous donner des exemples vraiment qui peut sembler anodin pour un client, moi, dans le gros de la saison, mon producteur alimentaire peut me sortir de l'oignon vert. Bien, je vous le dis, il y a un moment à Québec où l'oignon vert, tous les magasins se les arrachent. Il y en a plus. Les restaurants liquident les quantités d'oignons verts qu'ils ont à Québec. Moi, de pouvoir me sortir le bras par la porte en arrière, ramasser 4-5 bottes d'oignons verts, je suis sauvé. Pour le client, lui, derrière le rideau, il verra pas grande différence. Mais pour moi, je la vois, la différence. Mon produit est frais, mon produit est croquant. Je sais quels intrants ont passé dedans. Je sais qu'est-ce qu'il n'y a pas eu dedans aussi. Le travail paraît, ça rayonne. Par moment, d'avoir un aromate frais, au moment où c'est dur de l'avoir, ou au moment où il n'est pas à son paroxysme. Chez notre fournisseur, il serait décrépit, peu attrayant. Moi, je peux le sortir frais. Ça fait un monde de différence. À Stoneham, on a la chance d'avoir des petits producteurs locaux, que ce soit autant en termes d'aliments prêts à consommer ou des producteurs horticoles, des boulangeries très proches qui sont vraiment très agréables. Ici, on a fait affaire avec Jardin du Détour. Je pointe ici parce que c'est moins d'un kilomètre sur ma gauche. S'il n'y avait pas plus local que ça. Ils nous ont parti bien des semences, bien des starters, oignons verts, choux de Bruxelles, tomates, les poivrons, némites. Puis il n'y avait pas plus main dans la main que ça. Là. Je les ai appelés, je les ai textés, j'ai dit « Bonjour, j'aurais besoin de telle quantité, c'est pour pousser dans les mêmes biomes, les mêmes climats que vous, qu'est-ce que vous en pensez? » Fait qu'il y a aussi une notion d'apprentissage puis de partage envers les plus petits des grands joueurs. Si j'avais à en parler à un ami, quelqu'un de mon âge, autour d'une bière, j'ai souvent l'impression de recevoir un message comme quoi c'est fini, ça va trop vite. Notre système, puis de la manière que nous, les humains, on va avancer, bien, ça vient mettre à l'écart, ça vient discréditer cette option-là. Faire nos petits jardins, essayer de se décentraliser des services un peu plus larges. Est-ce que j'ai l'intention de changer le monde avec un jardin par-ci, 3 jardins par-ci à Stoneham, 5 jardins à Stoneham? Ah, peut-être. Ça ne sera pas l'action que je fais. Ça va être la récurrence de cette action-là. Le partage avec mes pairs. Comme au Jardin du Détour, de se donner le truc. Ah oui, tu veux faire autant d'oignons? Moi, j'irais comme ça à ta place. C'est comme ça qu'on va faire la différence. Fait à ceux qui peuvent croire que le mouvement est terminé, je vous dirais il faut d'abord le commencer. Faire une bière avec du sirop d'érable, dans le fond, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'utiliser un produit local, un produit qui est québécois, de le mettre en valeur, de parler de l'expérience qu'on a faite, dans le fond, de l'expérience de brassage. On a l'impression qu'on va avoir une bière qui va être très sucrée, qui va goûter un brunch dimanche matin. Mais bon, évidemment, pas évidemment, mais malheureusement, vu qu'on met le sirop d'érable, souvent, va être ajouté à l'ébullition. Donc, avant même que le processus de fermentation de la bière commence, dans le fond. Fait que la fermentation, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est des levures qui vont venir manger du sucre puis qui vont le transformer en alcool et en CO2. Donc, en rajoutant du sirop d'érable dans une bière, dans une fabrication d'une bière, on va monter le taux de sucre, donc faire monter le taux d'alcool. Par contre, étant donné que justement le sucre va être fermenté, on n'aura plus nécessairement le goût sucré, mais on va quand même garder le côté boisé, le côté, le petit côté érable, sans que ça soit le gros côté sucre d'érable. Donc, le côté justement un peu boisé, un peu caramélisé. Puis après ça, dépendamment de comment on le travaille, à quel point on va faire une ébullition qui va être plus longue, plus courte, on va pouvoir avoir des notes d'érable qui vont être plus ou moins intenses.
Aujourd'hui, on est dans la sucrerie, dans le fond, la cabane à sucre, qui est à même l'usine de production de la souche à Stoneham. Donc, on a construit ça, ça fait 2 ans, avec du bois qui a été coupé dans notre érablière sur place. Donc, c'est ça, on est même capable d'entailler nos propres érables. On loue aussi des entailles à des producteurs locaux. Donc, on est capable d'avoir suffisamment d'eau d'érable pour faire une production de sirop d'érable qui est vraiment intéressante. On en met dans des bouteilles, on en vend ici à la boutique. Mais bon, également, on est capable de se remplir des beaux barils puis d'utiliser ce sirop d'érable-là, notamment dans une de nos bières fortes qui est faite avec du sirop d'érable à Aide-les-Villes. Donc, c'est une Oui Heavy à l'érable. On fait ça depuis plusieurs années à la souche. Puis là, pour la première fois, cette année, on l'a brassé avec notre propre sirop d'érable. Fait qu'il y avait vraiment une fierté là, de l'équipe de production. J'en parlais justement tantôt avec les brasseurs. Puis, tu sais, une espèce de sentiment de reconnaissance. On va faire attention un peu plus aux produits. Puis, évidemment, on aime beaucoup licher le fond des barils, dans le fond. Là. Donc, on met le sirop d'érable dans la bière, il en reste tout le temps un peu qui va coller dans le fond des chaudières, puis les brasseurs trippent bien à aller se prendre une petite cuillère de ça. Puis il semblerait que le sirop était excellent, donc ça c'est super. On va pouvoir le goûter aussi dans la bière. Donc à mon avis, étant donné qu'elle est faite avec notre propre sirop, ça risque d'être la meilleure Aide-les-Villes qu'on n'aura jamais faite à la souche. Si vous faites de la bière chez vous, que votre cousin, votre oncle fait de la bière, puis vous avez accès à du sirop d'érable, que ce soit vous qui le produisiez ou pas, je vous encourage vraiment à faire différents tests. Dans le fond, inclure le sirop d'érable dans vos bières. Veut pas le sirop d'érable, c'est comme le sucre québécois, donc on essaie d'encourager le plus local possible. Fait que ça peut être soit lors de la production de la bière, ou ça peut même être utilisé pour faire refermenter vos bières en bouteille, plutôt que de mettre du sucre blanc qui vient d'on sait pas trop où. Je vous encourage vraiment à tester les limites du sirop d'érable dans la production de bière. Là, je pense que vous allez pouvoir avoir des belles surprises avec ça. Là. Pour avoir un portrait de la situation en agriculture dans notre région, rencontrons à nouveau Marc Giroux, directeur de la Société économique de la MRC de la Jacques-Cartier. Les idées qu'il partage invitent à penser que même si nous ne sommes pas une région traditionnellement très portée sur l'agriculture, de nouvelles avenues s'offrent à nous, particulièrement parce que notre MRC est une destination touristique importante et que les visiteurs demandent des produits issus de chaînes d'approvisionnement de plus en plus locales. La production agricole, là, sur le territoire de la MRC, ça se concentre dans 2 secteurs d'activité principalement. Il y a la production de dindons à Saint-Gabriel-de-Valcartier, puis la production de pommes de terre qui est à Sainte-Catherine. Au travers de tout ça, il y a quelques petits producteurs maraîchers. Mais on s'entend, on n'est pas dans une région où les sols sont extrêmement fertiles, mais quand même, il y a quelques projets qui sont en réflexion présentement sur toute la question des fermes serricoles. Donc, une production en serre, ça se prête très bien sur le territoire. Aujourd'hui, tout est automatisé. Tu peux contrôler ton éclairage exactement comme le soleil, puis l'eau, en tout cas, gérer l'humidité, l'ambiance, tout le tralala. De sorte qu'il y a quelques projets qui sont en réflexion présentement. Mais je voudrais t'amener sur un truc qui est vraiment intéressant. C'est, voilà 1 an et demi, 2 ans, le ministère du Tourisme ont lancé un projet qui s'appelle le Plan Montagne. Le Plan Montagne, c'est grosso modo, là, c'est dire une montagne, oui, l'hiver, c'est intéressant, mais est-ce qu'on pourrait utiliser la montagne 12 mois, donc 4 saisons? Et là, ça a amené toutes sortes de réflexions de la part de cette industrie-là et des joueurs qui sont aux alentours. Puis il y a des réflexions qui se font présentement pour pouvoir travailler sur, on va dire, la montagne 12 mois par année. Mais il y a un volet intéressant là-dedans qui a été mis en place. Puis là, on est en appel de projet présentement. C'est toute la question des chaînes d'approvisionnement. Durant la pandémie, l'achat local, tout le monde voulait l'achat local. Est arrivée l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt. Là, les gens se sont mis à faire beaucoup attention à ce qu'ils faisaient comme dépenses. Puis là, bien, l'achat local a été un peu, je ne dis pas mis de côté, là, mais disons que c'est beaucoup moins présent. Alors, un des volets du plan montagne, chaîne d'approvisionnement, c'est de dire comment est-ce qu'on pourrait intégrer un produit transformé qui vient localement. Puis localement, pour moi, là, c'est Québec,
Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, comment ce produit-là pourrait être distribué ou acheminé vers nos attraits. Pas nécessairement vers les épiceries, mais vers les attraits. Le réseau hôtelier. Les hôteliers, là, tout le monde mange dans les réseaux hôteliers. Alors, comment un produit pourrait être, un produit qui est fabriqué ici sur le territoire ou ailleurs, comment est-ce qu'il pourrait être acheminé vers des attraits touristiques? Puis nous autres, comme je disais tantôt, on n'a pas beaucoup de producteurs locaux, maraîchers. On n'a pas beaucoup de transformateurs. Bon, la microbrasserie La Souche, c'est un transformateur. La microbrasserie Alpenstock, c'est aussi un transformateur. Mais comment est-ce qu'on peut amener ces produits-là vers des attraits touristiques sans passer nécessairement par la chaîne de distribution conventionnelle qui est la chaîne d'épicerie? Vincent Galarneau porte plusieurs chapeaux et un de ceux qui l'apprécie particulièrement, c'est son chapeau de jardinier. C'est à ce titre qu'on le rencontre pour découvrir comment il a su se fabriquer une serre artisanale lui-même pour maximiser sa production maraîchère. La rencontre avec Vincent, au-delà de son projet de serre, est également une occasion de parler de l'aspect social de la production alimentaire et de la nécessité de jardiner à plusieurs pour se cultiver une belle communauté. Après plusieurs années de jardinage, moi, j'ai travaillé dans des jardins collectifs en ville. Je me disais, ah, c'est intéressant. Puis j'ai toujours gardé cet esprit collectif-là, mais je voulais aussi travailler le design du lieu. Je voulais avoir un jardin à mon image un peu, puis le partager avec le reste de la communauté, bien sûr. Mais donc, quand on est arrivé ici à Saint-Adolphe, moi, j'arrivais de Québec. Je ne sais pas que Québec, c'est pas la Californie, mais il fait quand même un peu plus chaud qu'ici, à 400 mètres d'altitude dans les montagnes. Fait que les premières années, on a été un peu choqués de voir les dégâts qu'on avait dans nos petits fruits l'hiver. On a aussi constaté amener des tomates à maturité dans les montagnes ici, amener des petites tomates cerises peut-être, mais quand on arrive dans les plus grosses tomates, puis on veut essayer des variétés, puis des poivrons, puis des aubergines, ben là, ça prend un petit coup de main. Puis c'est là que la serre est venue entrer en ligne de compte. Les 2 premières années, on n'en avait pas, puis on s'est dit, je pense que ça va être l'élément qui va changer la donne dans nos jardins, de pouvoir avoir une petite serre qui nous fait gagner quelques semaines au printemps, quelques semaines à l'automne, mais qui nous permet carrément, tout simplement, de réussir à récolter certains légumes, là. Puis on parle, un plant de tomates à l'extérieur va te faire 4, 5, 6 tomates, encore un peu vertes. Les productions en serre vont en donner 30, 40, c'est des facteurs 5 à 10, là. Fait que pour l'investissement que ça représentait, il faut aussi être conscient que c'est du travail. Il faut les entretenir, nos plants, il faut les irriguer, il faut les attacher, Bon, mais n'empêche, le prix en vaut la chandelle, là, vraiment. Donc, c'est un cumul de différents facteurs qui nous ont amenés à se doter de cette serre-là. Puis évidemment, beaucoup de lectures, de comparaisons, en ayant visité. On ne voulait pas quelque chose de trop gros non plus, puis se lancer dans une production là, à grande échelle, mais un peu plus que pour nos besoins, parce que ça fait du sens aussi d'échanger ça, puis d'en vendre un petit peu dans le village ici. Ça aide à créer du lien aussi. Donc voilà la créature. Donc une petite serre 20 pieds par 20 pieds qu'on a fabriquée à partir d'un abri Tempo, un bel abri d'auto-voiture, 2 places, question d'avoir quand même un peu d'espace. C'est important aussi d'utiliser un modèle qui est double parce que la structure est beaucoup plus solide que les abris simples, que c'est une petite tubulure d'1 pouce. Là, on a plus. Donc, il faut quand même la renforcer, s'assurer qu'elle peut supporter un certain poids de neige, puis aussi qu'elle résiste au vent, donc différentes facettes comme ça à considérer. Les murs de boue, on les a fabriqués en bois. C'est sûr que ça ne durera pas une éternité, mais pour les besoins pour nos besoins, c'était suffisant. Ce qui est vraiment important aussi à considérer, c'est l'entrée d'air. Une serre, on veut que ça chauffe, mais on ne veut pas que ça surchauffe non plus. Donc, on installe bien sûr des ouvertures, une prise d'air qui va ouvrir et fermer en fonction de ce que demande le ventilateur. Puis on a aussi ce qu'on appelle en anglais roll-up sur le côté qui permet d'aérer de façon vraiment plus importante pour des journées chaudes comme aujourd'hui. Donc, en fonction de la température, idéalement, on voudrait tout ça automatiser, mais on s'entend qu'on vient quand même quelques fois par jour dans la serre pour s'assurer que tout est correct. Système d'irrigation, super important aussi, hein, des tuyaux goutte à goutte reliés avec un minuteur
qui nous amène une fréquence d'arrosage prédéfinie, puis qu'on peut partir pour la journée sans trop se soucier, parce que ça assoiffle ces petits plants-là. Donc, en début de saison, bien, on fait surtout des semis, puis à un moment donné, bien, on plante au sol aussi essentiellement pour nos besoins, mais on en fournit aussi un petit peu au village, à des familles du village. Et puis, donc ici, on a 5 buts, une vingtaine de pieds. On fait surtout tomates, poivrons, concombres, aubergines, mais en début de saison, on en fait aussi une production de verdure. Donc, ça nous permet d'avoir des verdures beaucoup plus tôt en saison. Je dirais que globalement, peut-être qu'on gagne 3 semaines, 1 mois là, sur ce qu'on peut faire au jardin. Donc, c'est quand même intéressant au début et à la fin de la saison. Donc, tout ce projet-là, essentiellement, là, ça nous a coûté environ 2000 $, je dirais, l'abri tempo, ventilation, les toiles. Vous voyez, il y a une toile, mais en fait, il y a une double toile qui nous permet d'aller chercher un peu plus d'isolation, de maintenir la température plus stable durant la nuit. Donc, on a globalement investi sur ça, entre 2000 et 2500 $. Donc, c'est quand même à la portée de tous, je dirais. C'est sûr qu'il y a du travail de bras, il faut faire des ajustements, mais essentiellement, c'est pas... Puis on respecte les dimensions aussi maximum permises par la ville. Cela dit, idéalement, vous allez chercher, faites une demande de permis pour si vous pensez la garder de manière permanente, mais un abri tempo, ça se démonte quand même facilement, donc... Le point important, c'est qu'une serre, c'est une production intensive. Donc, il faut s'attendre à y aller assez souvent, surtout au début. En même temps, on est content d'y passer du temps là, hein, en mars, avril, là, quand c'est trop froid dehors, c'est désagréable, les gros vents arrivent dans ça. Ouh! C'est un petit moment de répit aussi. Tu sais. Donc, ça, c'est quand même des avantages, mais il faut penser que c'est aussi un endroit où on fait de la culture intensive, donc aussi c'est intensif en termes de temps. C'est à portée de main. Des abris d'auto usagés, il y en a plein. La toile, elle peut avoir beau être déchirée, c'est pas important. L'important, c'est que la structure soit en bon état. Ensuite, il faut aussi aller chercher les bons matériaux. Donc, pas prendre de la polythène de chez Canac. Il faut quand même chercher une polythène de serre. Il y a des fournisseurs pour ça assez facilement accessibles pour aller chercher les quelques petits équipements spécialisés que ça prend, la ventilation et autres. Mais en bout de ligne, on parle quand même d'investissement assez modéré par rapport à tout le retour qu'on a dessus. Tout ce qui est légumes de chaleur, c'est la différence entre en avoir et pas en avoir. Puis après ça, quand tu commences à en avoir, tu peux commencer à penser à faire de la transformation. Pour ce qui est des productions, tu sais, en champ, les carottes, les betteraves, en général, on peut arriver à une pas pire récolte, mais la serre va vraiment faire une différence au niveau de tout ce qui est légumes de chaleur. Puis aussi, pendant combien de temps dans l'année, tu vas avoir de la fraîcheur. Parce que dans le fond, si on sème à l'automne nos verdures, puis qu'on les récolte déjà en avril, je dirais habituellement on attend en juin avant d'avoir nos verdures au jardin, à moins de manger des pissenlits, ce qui est possible, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, puis pas tout le monde qui sait qu'on peut le faire. Fait que, puis d'avoir de la diversité aussi là-dedans. Personnellement, la notion d'autonomie alimentaire, je prétends pas à ça. Puis d'ailleurs, il faut la distinguer de celle d'autosuffisance alimentaire. Pour moi, l'autonomie, ça se construit beaucoup plus à partir de relations qu'on a. Tu sais, ici, on n'a pas de cochons, mais on connaît des gens qui en élèvent des cochons. On collabore avec beaucoup de gens, puis c'est ça qui, en bout de ligne, permet d'améliorer un peu ce qu'on est capable de s'approvisionner. Tu sais, il y a plusieurs échelles à laquelle il faut travailler pour arriver à une réelle autonomie alimentaire. Par contre, assurément que Stoneham, à cause de son climat, a tout avantage à se tourner vers les serres. Il va falloir trouver les bons plateaux. On s'entend qu'on a aussi des petits enjeux de pente. Une serre, habituellement, on ne met pas ça dans le camp comme ça, mais il y a assurément de la place pour ça. On aura les mêmes défis qu'ils ont partout ailleurs en termes de main-d'œuvre, en termes d'adaptation des technologies, etc. Mais ça reste qu'il y a ne serait-ce que des serres toutes simples peuvent nous amener un gain de productivité incroyable parce que pour le même espace utilisé, puis un petit peu plus de travail, mais pas beaucoup plus, on arrive à avoir 4 à 5 fois plus de production des variétés dont je vous ai parlé plus tôt, donc tomates, poivrons, tout ça. Donc, si chaque famille fait ça, puis qu'on se crée un réseau de solidarité, bien évidemment, globalement, on va avoir des surplus à partager, puis on va y gagner collectivement. Du point de vue commercial, bien, je laisserai peut-être les experts en agroéconomie se prononcer. Je pense qu'il y a quand même c'est comme je disais, un défi des investissements quand on veut aller vers des serres haute technologie. C'est des investissements très, très importants. Par contre, il y a moyen de faire avec des serres relativement basse technologie qui demandent une expertise
pas de pointe, une expertise de base, là, juste connaître un peu, se renseigner, mais puis avoir des gains très substantiels. Peut-être que je suis un petit peu naïf, mais je pense que si tout le monde mettait un petit peu d'énergie là-dedans, on a beaucoup délaissé l'agriculture en se disant « Ah, c'est correct, on va à l'épicerie, là. » Mais les épiceries, c'est pas des acquis pour toujours. Je veux dire, on le sait pas quand le jour où c'est plus rentable, le jour où c'est plus une business intéressante, les gens vont partir. Comment on est capable de s'organiser pour s'approvisionner? Il y a une partie qu'on peut certainement produire, mais moi, c'est cette culture-là un peu de la participation à l'effort collectif là, de produire de la nourriture. Je pense qu'il faut... C'est pas en étant tout seul dans son coin. On a tendance à dire ça, moi, je veux être smart-meter puis faire ce que je veux. C'est pas comme ça qu'on gagne. C'est en échangeant, en partageant nos compétences, nos connaissances, en donnant des corvées. Ça, ils l'avaient compris, les anciens. Ce besoin-là de se retrouver à un moment donné pour faire une corvée, on change la toiture, on refait la toiture d'une grange, c'est une chose. Mais je pense que dans les jardins, c'est comme ça. Il y a des coups à donner, puis on a besoin d'être une gang pour le faire. Je dirais, à la base, c'est vraiment le côté humain. Moi, je pense qu'il faut travailler pour arriver à faire plus ensemble.